m'appelle Sébastien Mossicrossi, j'ai 24 ans. Je suis journaliste, je suis reporter, j'ai créé ma boîte avec laquelle on fait plein de trucs intéressants et avec lesquels je peux trouver un peu de sens au quotidien, un peu plus que dans certains gros médias, malheureusement. Mais je ne suis pas là pour parler trop de mon métier ni du journalisme, je suis là pour parler un peu plus de moi. Parce que comme tu l'as dit, j'ai été détecté il y a de nombreuses années maintenant, un enfant au potentiel. Et ce qui m'a permis d'écrire le livre Funambule, qui est sorti il y a 3 ans. Moi, je l'ai écrit au début, c'était essentiellement pour expliquer à des gens ce que c'était que le QI, que le haut potentiel, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias. On entend parler de surdoués, on voit souvent des trucs un peu caricaturaux, notamment en ce moment avec les plus jeunes bacheliers de France qui ont toujours 4 ans d'avance. Et moi, j'avais envie d'expliquer un peu ce que c'est concrètement. J'avais envie d'expliquer ce que c'est concrètement, j'avais envie d'expliquer ce que ça fait. Et je me rends compte au quotidien, quand je vais rencontrer des jeunes, des parents, des profs, parce que même si l'éducation nationale ne fait pas tout ce qu'il faudrait, elle en fait de plus en plus et elle en fait de mieux en mieux. Je me rends compte qu'on progresse, mais qu'il y a encore beaucoup de trucs où ça ne va pas assez loin. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler du QI plus précisément. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire, et un peu malheureusement, que quand on a un gros QI, on est surefficient. On est bien plus intelligent que les autres et on est capable de faire beaucoup plus qu'eux dans tout ce qui est milieu intellectuel. Et évidemment, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour des tas de raisons. La première raison, c'est parce que, concrètement, le QI, en fait, n'est pas fait pour mesurer l'intelligence. Il est fait pour faire un panorama complet de ce qui va et de ce qui ne va pas chez un jeune. Alors pour ça, je vais vous donner mon exemple. Moi, il y a 15 ans environ, on était en 2001, j'étais en CE2. Je vivais dans un petit village de campagne à Piolinc, donc c'est les écoles de campagne comme on peut les imaginer, c'est-à-dire qu'on fait toute notre scolarité avec toujours les mêmes personnes, qu'on traîne parfois jusqu'au collège et parfois même au lycée. Et donc moi, j'étais à l'époque un enfant plutôt heureux, je suis l'aîné d'une famille de 3 garçons, ça se passe plutôt bien en classe, mais par contre, à la maison, ça se passe pas bien du tout. Ça se passe tellement mal que j'en fais pleurer ma mère, et que ma mère se dit « Mais Sébastien est un enfant tellement infect à la maison que je ne comprends toujours pas que la maîtresse ne m'ait pas dit que ça se passait mal à l'école. » Et du coup, comme les parents aiment bien s'auto-flageller en permanence, ma mère contacte la maîtresse et lui dit « Écoutez, voilà, avec Sébastien, comment ça se passe ?» Et à la grande surprise de ma mère, ça se passait bien à l'école. La maîtresse lui dit « Écoutez, franchement, non, Sébastien, c'est un petit enfant pour qui tout va bien. » Vous avez une bonne tête. Et par contre, elle dit à ma mère, vous savez, on fait passer chaque année, on faisait passer à tous les enfants de CE2 à l'époque, une manière pour l'éducation nationale de vérifier où on en est en termes de niveau au même stade scolaire, des évaluations nationales. On les fait passer en français et on les fait passer en mathématiques. Et la maîtresse avait remarqué qu'en français, autant ça allait plutôt bien, j'avais des bons résultats et assez homogènes, autant en mathématiques, ça faisait plutôt les montagnes russes. J'étais tantôt très bon et tantôt beaucoup moins. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est parce qu'on était il y a 15 ans, et ça a toute son importance, et à l'époque, on en savait encore moins qu'aujourd'hui sur tout ce qui est haut potentiel, précocité, surdouement. Mais ma maîtresse en savait déjà un petit peu. Et elle savait que quand on était un enfant précoce, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, on avait souvent ce genre de résultats un peu tantôt bon, tantôt moins bon. On avait ce comportement tantôt très bon à l'école, très curieux, très mature, très intéressant, et puis parfois infect et complètement immature dans un cadre plus familial, plus protégé. Et du coup, la maîtresse dit à ma mère, qui était pédiatre, c'est-à-dire que la spécialité de ma mère, c'était de traiter des enfants, et qui a découvert ce jour-là le concept de précocité intellectuelle, elle a dit à ma mère, écoutez, on va lui faire passer des tests de QI. Alors comment ça se passe les tests de QI? Moi, ça s'est passé en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'au fil de l'année scolaire, 3-4 fois environ, la psychologue scolaire est venue me chercher dans ma classe, m'emmener dans le bureau du directeur et me faisait faire des jeux. Donc on fait des puzzles, on nous pose des questions, on nous fait faire des dessins, et moi c'était catastrophique parce que je ne sais vraiment pas dessiner. Et en gros, je faisais ça, j'étais content, ça me sortait de ma classe, c'était distrayant, mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Et une fois qu'on a fait les tests, on a des résultats. Quand on a des résultats, moi, on me l'a annoncé un peu abruptement. C'est-à-dire que c'était la fin de l'année, au mois de mai. Il faisait très chaud parce que j'habitais en Provence. Enfin, il fait chaud partout maintenant, mais à l'époque, il faisait très chaud en Provence. Et donc, il faisait très chaud, on est allé dans le bureau de la psychologue scolaire. Donc c'est un bureau, c'est dans une école publique, donc on peut imaginer les locaux, du béton et de la peinture un peu défraîchie au mur. Et la psy m'a dit, écoute Sébastien, t'es un enfant très curieux, t'as beaucoup de vocabulaire, t'es un enfant intellectuellement précoce, voilà. Donc en gros, elle a fait ça. C'est qu'elle m'a mis une bombe dans la salle, et elle m'a dit maintenant, ciao, démerde-toi. Elle m'a pas expliqué. Alors qu'il y a des tas de choses à expliquer.
La première chose, c'est la courbe de Gauss. Le QI, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est quelque chose qui est limité. On ne peut pas avoir plus d'un certain chiffre. Et ce chiffre, c'est 160. Et en fait, la population dans son ensemble se répartit sur la courbe. C'est-à-dire qu'on a le milieu, qui constitue la plupart des gens, et après on a les deux extrémités. En théorie, plus on va vers la droite, plus on a un QI qui est important, et plus on va vers la gauche, moins on l'a. Et ça nous semble totalement naturel de se dire que des gens qui ont parfois un QI un peu plus déficient vont avoir des tas de problèmes pour s'intégrer dans la société, pour être autonomes, pour se faire un boulot. Mais par contre, se le dire pour les gens qui ont un peu plus, bah, c'est beaucoup moins facile et beaucoup moins naturel. Et pourtant, c'est le cas. Et il y a un deuxième problème, c'est quand on parle d'un QI, on pense tous à un chiffre. On pense au QI génial d'Einstein qui avait 162. En vérité, Einstein n'a jamais passé un seul test de QI. Et même s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu avoir 162, puisque dans l'échelle de Wechsler, qui est la seule échelle qui est reconnue en France, on ne va pas jusqu'à 162, on s'arrête à 160. Il y a une échelle dans le monde anglo-saxon qui est utilisée, qui va un peu plus loin en effet, mais qui correspond globalement à cette répartition-là. Donc quand on passe un test de QI, on est évalué sur plusieurs choses. On est évalué aujourd'hui, depuis 2016, puisque c'est la version la plus récente du test de Wechsler, sur 5 indices principaux, 5 indices obligatoires. Donc il y a l'indice de compréhension verbale, l'indice visuo-spatial, l'indice de raisonnement fluide, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. La plupart de ces indices sont plutôt vraiment propres à l'enfant, c'est-à-dire que normalement les critères socio-éducatifs n'ont pas trop d'impact, sauf sur l'indice de compréhension verbale, où là on sait qu'en général, quand on vient d'un milieu un peu plus aisé, on a un score qui est un peu meilleur. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire passer des tests avec des gens qui savent les faire passer. Et comme vous le voyez, chacun des indices culmine à 155. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque indice, on passe un certain nombre d'exercices, on additionne la note, et ça fera au maximum 155. Et en gros, pour avoir le QI total, on fait la moyenne de ces indices. Donc là, on a un premier problème, c'est que le QI total, il culmine à 160, mais les indices qu'on utilise pour le calculer, eux, ont un maximum de 155. Donc ça montre bien déjà que le QI total, en soi, il n'est pas important, il n'est pas pertinent. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle il n'est pas pertinent du tout. C'est parce que quand on a, par exemple, un 10, un 20, un 10, un 20, on a 15 de moyenne. Okay, quand on n'a que des 15, on a aussi 15 de moyenne. Sauf que d'un côté, on va avoir un profil qui va être très homogène, quelqu'un qui a des notes qui sont plutôt bonnes tout le temps, et de l'autre, on va avoir quelqu'un qui est plutôt au-dessus de la moyenne, mais qui est tantôt excellent et tantôt juste moyen. Bah pour le QI, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de très bons scores à l'indice de compréhension verbale et avoir de très mauvais scores à l'indice de raisonnement fluide. Donc ça a un nom. Ça a le nom de dysynchronie. Soit on peut avoir une dysynchronie externe, soit on peut avoir une dysynchronie interne. Donc la dysynchronie externe, c'est quand je vais avoir un bien meilleur score à un indice par rapport à un autre. Et interne, c'est quand à l'intérieur même de chaque indice, ça va faire les montagnes russes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous parfois des gens où on se dit « putain, ils sont vachement forts dans un domaine », et puis un autre domaine où ils sont à côté de la plaque. Enfin, moi, de mes collègues, il est super bon visuellement, mais il est incapable de se repérer sur une carte. Et ben, c'est un peu pareil avec le QI, c'est qu'on va avoir des vrais points forts et des vrais points faibles. Et c'est en fait ça tout l'intérêt du QI. C'est pas de dire voilà, t'es plus intelligent qu'un autre ou t'es moins intelligent qu'un autre. C'est au contraire d'avoir une vision panoramique à 360 degrés de tout ce qui fait le profil cognitif de quelqu'un. Et d'ailleurs, quand on recommande à des psys de passer le test de QI, on leur demande jamais de s'attacher uniquement à la qualité des réponses. On leur demande de vérifier dans quel contexte on le passe, de vérifier comment le gamin il réagit face aux questions. Parce que l'intérêt, c'est pas tant de mesurer sa performance que de mesurer que son savoir-être, savoir-vivre, comment il va et comment il fait. Mais ça, pendant très longtemps, donc oui, je ne vous l'ai pas dit, il est renouvelé tous les 15 ans, parce qu'il s'adapte évidemment au changement de génération. On entend parfois parler de l'effet Flynn, le fait que d'une génération à l'autre, on est parfois un peu plus performant des tests de QI qu'on l'était à des générations précédentes. Donc le QI s'y adapte. Et c'est pour ça que c'est très important d'être toujours avec la dernière version. Aujourd'hui, c'est le WISC 5 pour la classe d'âge qui va de 8 à 19 ans environ. Et après, il y a une version adulte et il y a une version enfant. Ça, c'est le problème de l'éducation nationale. C'est qu'on aime beaucoup les gens qui ont la moyenne et on ne va pas vérifier comment ils font et comment ils font pour avoir dans chacune des classes les bonnes notes. Moi, c'était mon cas. En français, ça allait, en maths, ça allait pas du tout. Et malheureusement, les enfants qui sont à la marge, on n'arrive pas à les intégrer. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas le temps. Parce que les enseignants ne sont pas formés à ça. Je vous l'ai dit, ma mère qui était pédiatre, qui a fait 10 ans d'études sur comment on soigne des gosses, elle a découvert ça au moment où on lui en parlait de moi. Et aujourd'hui, la plupart des enseignants vers qui je vais et qui lisent mon livre me disent
J'ai découvert, on ne sait pas. Et on ne sait pas parce qu'on est aussi nourri, malheureusement, de préjugés. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants se plaignent que les parents viennent vers eux et qu'ils disent, voilà, mon enfant, il a des notes de merde, mais c'est parce qu'il est précoce, parce qu'il est à haut potentiel, et parce qu'il ne sait pas s'adapter à l'école. Ce qui fait qu'on a une vraie tension entre d'un côté des gens qui ont une vraie fragilité émotionnelle, sentimentale, et de l'autre, des jeunes qui sont parfois juste un peu plus fainéants et qui n'arrivent pas à avoir des bonnes notes. Et en plus, les profs et les spécialistes dans leur ensemble ont tendance à croire que la note de QI va déterminer si on est ou non à haut potentiel. Et en fait, c'est pas vrai, parce qu'on ne peut pas calculer la moyenne du QI. On peut très bien avoir 150 et être hyper homogène, ou avoir 120 et l'être pas du tout, et du coup, on n'est pas dans le chiffre, mais on a tout le profil et tout ce qui fait de nous les caractéristiques d'un enfant à haut potentiel, ou d'un adulte à haut potentiel. Jusqu'à il y a 2 ans, la plupart des cliniciens français et des praticiens français qui voyaient des enfants au potentiel se sont basés sur leurs observations cliniques. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils ont vu des tas de gosses, qui étaient tous plutôt très différents, mais qui avaient des points communs. L'hypersensibilité, la maturité, parfois un humour un peu corrosif, l'insolence, le fait de bien aimer traîner avec des gens plus vieux, mais d'être complètement immature parfois, d'avoir des fulgurances en cours et d'être complètement à côté de la plaque sur des tas de trucs, d'être incapable d'expliquer son raisonnement alors même que les réponses sont très bonnes et qu'on pourrait hausser le niveau facilement, mais sans savoir comment on a compris quelle était la réponse. Et donc ça, on le savait, on le mesurait. Mais on n'avait aucune preuve tangible de dire, voilà, il y a un vrai fonctionnement cérébral qui est différent selon le QI qu'on peut avoir. Donc ces gens-là ont mené une étude. Dominique Sapé-Marinier est spécialiste dans l'imagerie médicale, donc c'est lui qui passe des IRM. Fanny Nussbaum et Olivier Revol sont 2 praticiens qui sont plutôt reconnus pour leur travail sur les enfants à besoins éducatifs particuliers, et notamment les enfants au potentiel. Et ils ont mené une étude pendant environ 1 an et demi, où ils ont pris plusieurs types de personnes. Ils ont pris des gens dans la norme, donc avec un QI théorique qui était classique, qui était dans le milieu de la courbe de Gauss, et ils ont pris des profils d'enfants qui étaient en théorie à haut potentiel. Et ils les ont mis dans un IRM, donc c'est la machine qui fait des ronds autour de vous quand vous êtes allongé dedans. Et plutôt que de laisser les gens endormis ou de leur dire ne faites aucune activité à l'intérieur de cette machine à IRM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire des exercices, on va vous faire des jeux, et on va voir comment vous réagissez, et comment ça se passe dans votre cerveau. Donc dans le cerveau, vous savez qu'on a 2 hémisphères, avec un hémisphère qui est plutôt responsable de tout ce qui concerne le langage, et un hémisphère qui est plutôt responsable de tout ce qui concerne le visio-spatial. Et l'hémisphère qui est plutôt responsable du langage, c'est plutôt celui où il y a de l'intuition, où il y a tout ce qui est perceptif, émotion, tout ce qui relève un petit peu de la sensation, mais sans pouvoir le montrer de manière rationnelle. Et le visio-spatial, c'est, si on schématise extrêmement, plutôt le côté rationnel. En gros, l'hémisphère gauche, c'est les artistes, et l'hémisphère droit, c'est les ingénieurs. Il y en a qui disent que l'hémisphère gauche, c'est les gens intéressants, et l'hémisphère droit, c'est les gens chiants. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer les gens dans les IRM, et ils ont vu de l'information circuler entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et ils se sont rendus compte de 2 choses. La première chose, c'est qu'évidemment, quel que soit le type d'enfant et quel que soit le type de profil, l'information circule des 2 côtés. Mais dès qu'on est chez des enfants qui sont à haut potentiel, l'information circule plus vite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'informations qui circulent en un temps beaucoup plus réduit. Et la deuxième chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'en plus, les tuyaux sont beaucoup plus gros. On peut en faire circuler bien davantage. Mais ça a un énorme défaut. C'est que, vu que l'information circule plus vite et qu'elle est beaucoup moins filtrée, c'est une information qui souvent va être périmée, un petit peu gâchée par le surplus émotionnel. Et c'est là qu'ils ont déjà commencé à pu comprendre et expliquer comment ça se faisait que ces enfants au potentiel, dont on mesurait qu'ils étaient hypersensibles, dont on mesurait que parfois ils étaient trop fragiles émotionnellement pour être performants, ils avaient une incapacité réelle à faire le tri dans leurs émotions. Et ils se sont rendus compte d'une deuxième chose, c'est que, en gros, depuis une dizaine d'années, et notamment sous l'impulsion de Fanny Nussbaum, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 profils d'enfants à haut potentiel. Il va y avoir, grosso modo, ceux pour qui ça se passe bien, ceux pour qui l'école, finalement, ça se passe bien, qui arrivent à avoir des copains, qui sont autonomes, et qui suivent un parcours qui est souvent suit un peu des bons élèves. Ceux-là, parfois, ils ne sont même pas détectés, parce qu'il n'y a pas besoin. Ceux-là, on dit qu'ils ont un profil laminaire. Donc c'est les chiants. Et c'est ceux qui, dans le test de QI, ont toutes les courbes qui sont plutôt homogènes. Ils n'ont pas de dysynchronie ni externe, ni interne. Et le deuxième profil, c'est les gens complexes. Eux, c'est les montagnes russes en permanence dans le test de QI. Donc on observait que cliniquement, dans le test de QI, ça faisait les montagnes russes, mais on n'arrivait pas à se l'expliquer. Et en fait, en faisant ce processus d'imagerie médicale, on s'est rendu compte que les profils complexes
faisait davantage appel que les profils laminaires à tout l'hémisphère qui concerne le langage, à tout l'hémisphère qui concerne l'émotion. Et que notamment dans tout ce qui était le lobe temporal, ils arrivaient beaucoup moins à gérer, ce qui faisait que parfois ça débordait. Et par contre, on s'est rendu compte que ceux qui, c'est le cas de mon frère, hein, sont des profils laminaires, donc un peu chiants, excellents et très bons, ils ont du mal à se motiver. C'est-à-dire que face à la difficulté, ils se disent, bon ben, ça va quoi. Et plus ils avancent, plus ils ont du mal à trouver du sens dans ce qu'ils font. Et ben ces gens-là, on arrive aussi à l'expliquer, parce qu'on a ce profil laminaire et parce qu'ils utilisent plutôt le cerveau visio-spatial que le cerveau qui a trait avec le langage. Donc tout ce que je viens de vous montrer là, sur les profils laminaires et complexes et sur l'imagerie médicale, c'est quelque chose qui est très récent. Jusqu'à il y a 2 ans, on ne pouvait pas le dire. Et c'était un vrai enjeu, parce qu'on arrivait face à des enseignants ou face à des personnels éducatifs qui avaient tendance à nous dire, bah écoutez, c'est super, mais enfin, moi, j'y crois pas à tout ça. Moi, j'ai eu un prof de maths qui ne comprenait pas, qui voyait que j'étais en difficulté mentale, en détresse terrible à cause de crises d'angoisse, mais qui n'y croyait pas, parce que ça va totalement à l'encontre de ce que c'est aussi que le système éducatif français. Le système éducatif français, son job, c'est pas de vous rendre heureux, c'est vraiment de mener une génération au bac, parce que la mission est accomplie. Et ça l'est d'autant plus en enjeu aujourd'hui qu'on a eu le baby-boom des années 2000, et on se rend bien compte que là, on est en train d'embouteiller complètement le supérieur, parce qu'on ne s'est pas posé la question du niveau que devaient avoir les jeunes et de là où il fallait les mener correctement au moment où ils y étaient. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que l'école a du mal à entendre. On travaille de plus en plus avec eux, on arrive à travailler avec l'éducation nationale, on a eu des reconnaissances de la part de l'éducation nationale pour mettre en place des processus particuliers pour les enfants. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi en faisant ça, c'est que quand un enseignant met en place une pédagogie qui est adaptée à des enfants qui pensent différemment, ça profite à toute la classe. Ça profite à l'enseignant, qui retrouve un peu de sens dans ce qu'il fait, et ça profite à tous les autres étudiants, parce que le cours est plus interactif, parce qu'on va enfin écouter les jeunes et faire en sorte que ce soit eux qui portent le niveau et pas juste qu'il y ait un niveau de l'enseignant vers les jeunes. Pour le coup, on arrive à recréer un peu d'échange, et ça, on se rend compte que ça marche bien. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est que si jamais vous croisez des jeunes où vous n'êtes pas sûr que ça aille bien, qui sont parfois très drôles ou parfois beaucoup moins, qui ont un peu un humour corrosif, dont vous semblez qu'ils posent des questionnements métaphysiques beaucoup trop jeunes. Moi, à 5 ans, je regardais les nuages et j'y voyais des choses que je n'étais pas censé voir à 5 ans. Et bien, pensez peut-être à ce que je vous ai raconté, essayez de leur trouver un psy qui peut leur faire des tests, parce que ça pourra peut-être les aider à un moment ou à un autre. Si vous avez des questions, je pense qu'on a un peu de temps pour y répondre. Et si jamais vous n'en avez pas, merci de m'avoir écouté. Alors, merci Sébastien. On a 7 minutes. Alors donc, allez, 2 questions hyper rapidement, éventuellement dans la salle. Voilà, la lumière s'allume. Et merci en tout cas pour ton témoignage et merci pour la force et la manière dont tu racontes qui est extrêmement simple. Voilà, et je crois que voilà, ça a été aussi un témoignage extrêmement pédagogique pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, est-ce qu'il y a une question? Je ne vois pas dans la salle. Oui, juste en face de moi. Oui. Oui. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si tu avais un exemple concret de mise en application dans le milieu scolaire de ce dont tu parlais juste à la fin. Oui. Alors, moi, j'ai été scolarisé dans un cursus classique jusqu'en 5e, où là, j'ai été totalement déscolarisé et hospitalisé. Et on s'est dit, on va l'envoyer dans un endroit où ils savent faire. Il y a quelques collèges en France où les profs sont formés. Et un des gros défauts des jeunes qu'on dit à haut potentiel, c'est que face à la difficulté, ils sont capables d'hausser leur niveau, mais dès que la difficulté est derrière eux, ils arrêtent les efforts. Et un de mes profs de français avait très bien compris ça, et du coup, ce qu'il avait fait, c'est qu'il nous avait mis en place une dictée à la pivot. Donc une dictée extrêmement compliquée, bien plus compliquée que ce qu'on est en droit d'attendre d'un enfant de 4e. Et nous, on écrivait plutôt en phonétique quand il nous l'a dicté. Et après ça, on avait 3 semaines, et tous les outils disponibles pour travailler sur la dictée. Et pour rendre à la fin une dictée qui était rendue sans faute, mais qui était rendue manuscrite. On n'avait pas le droit de l'avoir tapée à l'ordinateur. Et le meilleur exemple de ça, c'était un mec qui était dans la classe au-dessus de moi, qui l'avait fait, et qui, pour la première fois en 10 ans de dictée, avait réussi à obtenir une dictée sans faute. 20 sur 20, aucune faute. Entre le passage du brouillon sans faute à sa copie, il a laissé passer 10 erreurs d'étourderie. Bon, 0. Et le pire dans tout ça, c'est la gestion du risque. C'est parce que les hauts potentiels ont parfois des comportements un peu extrêmes pour se mettre en danger, parce que justement, plutôt que de se dire qu'est-ce que c'est la mort et qu'est-ce qu'il y a après, ils se disent si je tutoyais un peu les limites. Et du coup, pour gérer ce risque, on avait le droit de choisir notre coefficient, 1, 2 ou 3. Et donc ce jeune-là, qui était extrêmement en confiance par ce qu'il avait rendu,
a pris coefficient 3, et il a donc eu un 0 coefficient 3. Donc ça, c'était un exemple d'exercice vraiment, où ça nous forçait à être sérieux du début jusqu'à la fin et à le rendre vraiment correctement, en ayant aussi conscience de ses limites. Parfois, les hauts potentiels sont des monstres d'ego. On se dit, là, je vais peut-être prendre coefficient 1 parce que je ne suis pas certain de ce que j'ai fait. Donc ça nous force aussi à nous remettre un peu en cause. D'accord, merci. De rien. Finalement, ça se fait dans des établissements particuliers pour l'instant. Alors, il y a des établissements particuliers où les enseignants sont formés. Et maintenant, depuis 2012-2013, il y a une circulaire d'éducation nationale qui est passée, qui reconnaît le besoin d'enseignement spécifique pour ces enfants-là. Et donc, en accord avec les inspections académiques dans chacune des régions et départements, il y a des référents qui sont nommés, et on peut se tourner vers eux pour demander à ce que soit mis en place un projet d'accompagnement pédagogique pour les enfants, un PAP. Et là, normalement, les enseignants sont obligés en fait, de prendre en compte cette spécificité et mettre en place soit un rythme particulier, soit des enseignements un peu spécifiques. Merci. Merci beaucoup, Sébastien Bossic-Rossi, mesdames, messieurs. Merci. Merci infiniment, Sébastien. Merci. Alors, nous allons accueillir maintenant l'un des régionaux de l'étape. Vous l'avez peut-être croisé à Rouen ou ailleurs en Normandie. Voilà qu'il a fait 35 ans qu'il a fait de l'intelligence artificielle et de la science des données l'objet de ses recherches. Il a fondé le département informatique de l'INSA Rouen-Normandie. Il est professeur des universités et membre du laboratoire d'informatique, du traitement de l'information et des systèmes, le LITIS, dont il a été le directeur de 2005 à 2012. Il coordonne également le programme Deep in France, financé par l'Agence nationale de la recherche, programme qui porte sur la question cruciale de la sobriété énergétique du deep learning, tout un programme. Stéphane Canu va nous apporter un éclairage très intéressant. Il va en effet nous expliquer que là où les humains que nous sommes apprennent par interaction avec leur environnement, la machine, elle, est encore aujourd'hui entraînée par assimilation de données. Il va nous expliquer ce qu'est la programmation par l'exemple. Je vous propose de l'écouter sans tarder. Stéphane Canu.